Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron attendu, très attendu cet après-midi par les maires réunis en congrès. Maxence Lambrec nous dira qu'il y aura des annonces dans son discours et on en reparle dès 8h15 avec notre invité, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Les autres titres. Nous irons dans les Alpes sur la nouvelle route des migrants. Malgré le froid, la fatigue, témoignage fort, ce sera l'enquête du 8h. Nous serons également en Arabie Saoudite qui observe attentivement, discrètement le retour de Saad Hariri au Liban, le Premier ministre qui n'est plus démissionnaire. Et puis l'heure du choix pour Yannick Noah, le capitaine doit choisir 4 joueurs, pas un de plus, pour la finale de la Coupe Davis qui commence demain. Élu, je vous aime. Le message en substance qu'Emmanuel Macron devrait envoyer aux maires de France. Discours attendu cet après-midi, on y vient dans un instant. Mais tout d'abord, un peu comme une bande-annonce, le président recevait les maires à l'Élysée hier soir. Et nous avons retrouvé l'un d'eux, Bernard Voriac, élu de Dordogne. Vous l'aviez écouté hier matin dans ce journal. Il attendait beaucoup, son verdict, pas mal de selfies, mais peu de fond. On a été sous les ordres de la République, donc c'est très joli, c'est très valorisant. On a vu Brigitte Macron, faisait des selfies à n'en plus finir. Lui aussi. Bon, les maires, ils sont pas là non plus uniquement pour faire des selfies, quoi. Faut être clair, ou alors on n'est pas dans notre rôle. On n'a rien de nouveau sous le soleil. Mais bon, c'est une opération de charme. Je pense que c'est réussi. L'un des maires reçus hier soir à l'Élysée, manifestement Emmanuel Macron n'a pas voulu dévoiler la teneur de son discours. Mais il va faire des annonces cet après-midi, Maxence Lambrec. 40 pages, 1h30 de discours. Emmanuel Macron va tenter de rassurer les maires en expliquant que la taxe d'habitation est vouée à disparaître, mais qu'à la place, ils bénéficieront d'un nouvel impôt, autonome sans doute dès 2020, et que d'ici là, l'exonération de cette taxe sera compensée à 100%. Pour résumer, on ne touchera pas à vos ressources. Et les 13 milliards dont on parle, ce ne sera pas de l'argent en moins, mais le fruit d'une hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement. Emmanuel Macron a préparé ses formules et compte éviter les sifflets en offrant quelques libertés supplémentaires. Les maires devraient pouvoir adapter certaines normes, expérimenter seuls des dispositifs et surtout ne pas être obligés de fusionner avec la petite commune voisine. Le président renouvellera sa promesse d'un quinquennat sans Big Bang territorial. Il sait très bien ce qu'on attend, me confie un représentant des maires. Je suis sûr qu'il va relever le défi sans jouer au Père Noël. En effet, pas de cadeaux, mais des annonces, assure un proche du président. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité aussi ce matin, le voile islamique a une décision de justice qui était très attendue. Oui, la Cour de cassation devait se prononcer sur le licenciement d'une salariée qui portait le voile islamique sur son lieu de travail. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. La justice a donné raison à cette salariée, mais il y a des finesses, on va le voir. D'abord peut-être le rappel des faits. Oui, il s'agissait d'une salariée d'une société de services informatiques qui avait toujours porté le voile sur son lieu de travail. Le problème est survenu lorsque, en mission chez un client, elle a voulu continuer à porter le voile. Ça gênait le client au point qu'il a dit qu'il ne voulait plus travailler avec elle. L'employeur lui a alors demandé de retirer son voile, ce qu'elle a refusé de faire, d'où son licenciement. Alors la Cour de cassation a donc tranché, elle donne tort à l'employeur, mais Nicolas, c'est important, le licenciement pour port du voile est légal malgré tout, simplement il y a des conditions. Oui, il faut d'abord que le règlement intérieur de l'entreprise prévoie une clause de neutralité interdisant le port de signes religieux. Alors dans le cas dont je viens de parler, ce règlement intérieur n'existait pas, le licenciement n'est donc pas légal. Et puis autre condition, le licenciement n'est possible que pour les salariés, et là je cite la Cour de cassation, se trouvant en contact avec les clients, pas les autres. Et enfin, dernier point important, l'entreprise doit proposer, s'il lui est possible, sans que ça lui coûte plus cher, je cite encore, un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec les clients. Donc oui, il est possible de licencier une salariée qui porte le voile, mais vous voyez, pas à n'importe quelle condition. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Europe 1, il est 8h04. Image toujours impressionnante, plus d'1 millier de migrants secourus en Méditerranée hier. Parmi eux, il y avait une femme enceinte. Elle a accouché en pleine mer sur un bateau pneumatique parti des côtes libyennes. C'est ce qu'annoncent les autorités en Italie. Des migrants prêts à tout, plus que jamais, y compris à franchir les Alpes. C'est l'enquête du 8h. Et c'est la conséquence de la quasi-fermeture du passage de la vallée de la Roya entre l'Italie et la France. Les migrants cherchent désormais d'autres routes. Et chaque jour, ils arrivent plus nombreux à Briançon, dans les Hautes-Alpes, après avoir franchi le col de l'Échelle, à 1700 mètres d'altitude.
C'est un reportage saisissant de Jean-Jacques Herry. Ce matin, comme tous les autres matins, à nouveau la montagne charrie des hommes. Le regard hagard, l'air apeuré, 6 migrants découvrent leur premier abri français, une ancienne caserne prêtée par la mairie de Briançon. Un repas chaud, des matelas au sol et enfin un peu de repos. Moussa est arrivé hier soir, épuisé. Le jeune Ivoirien de 17 ans semble encore sonné, perdu. On a fait 2 jours sans manger, sans boire. Si on avait soif, on prenait des neiges comme on boit de l'eau. Quand on entend un bruit de voiture, on se cache. Si la police nous voit, ils vont nous arrêter. Là-haut, la température est de -3, -4 degrés. Avec l'avancée de l'hiver, ce sera bien pire, explique Charles Maupas, médecin urgentiste à l'hôpital de Briançon. Les voir arriver avec des vieilles baskets, souvent plusieurs couches de pantalons, mais qui ne sont pas adaptées au froid. La neige est déjà arrivée, il va y en avoir encore beaucoup. Donc des risques de gelure grave, d'hypothermie profonde, de déshydratation importante. Tout ça cumulé risque de causer la mort de ces patients-là s'ils restent trop longtemps isolés dans les montagnes, c'est sûr. Pour l'empêcher, les montagnards ont tissé un réseau clandestin. À Nevache, le premier village traversé par les migrants, lorsque des silhouettes frigorifiées tapent au carreau, discrètement on les accueille, on les nourrit. Ensuite, il faut les descendre vers Briançon, raconte Jean-Gabriel, et c'est de plus en plus difficile. On n'a jamais vu autant de gendarmes que depuis quelques mois. Il y a des barrages systématiques. Toutes les voitures qui descendent, on nous fait ouvrir le coffre. S'il y a des migrants, tac, tout de suite, garez-vous. On est auditionné, donc on essaye de ruser, on essaye d'organiser. Ceux que la police attrape sont reconduits à la frontière, même quand ils se disent mineurs et qui devraient donc être pris en charge. C'est ce que nous raconte Jawad, un jeune Malien retourné à son point de départ, la gare de Bardonecchia, côté italien. Moi j'ai dit mon âge, 16 ans, ça n'a pas réussi. Il nous a fait retourner les policiers français. Ils nous laissent à la frontière en marche pour venir ici encore. C'est impossible d'aller en France, il y a trop de gardes là-bas. On va chercher une autre solution. Assis juste à côté, Ahmed secoue la tête. Malgré 2 échecs successifs, ce soir le jeune Soudanais retournera dans la montagne à la poursuite de son rêve français. Briançon, Jean-Jacques Herry, Europe 1. L'enquête de 8h dans les Alpes ce matin. Également dans l'actualité, le fabricant d'acier Ascométal placé en redressement judiciaire. Et ce matin, les fournisseurs du site de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône bloquent toujours l'entrée de l'usine. Avenir très incertain pour des centaines de salariés. Pauline Jacot. Ce sont des millions d'euros qui risquent de ne pas rentrer dans les caisses des 3 principaux fournisseurs de l'usine. À cause de la mise en redressement judiciaire d'Ascométal, les patrons de ces 3 entreprises d'une 50aine de salariés craignent de ne jamais être payés. Julien Mussinesi, le directeur de Comfer, qui livre la ferraille sur le site, se plaint déjà de retard de paiement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas payés et on ne sait pas si on va l'être. Nos sociétés ne peuvent pas résister à plusieurs millions d'euros de pertes. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. Si nous ne sommes pas payés, nos entreprises meurent, nos collaborateurs vont au chômage et nos prestataires qui nous accompagnent fermeront également. En emploi total, c'est entre 4 et 500 emplois directs et indirects. Même constat chez un autre fournisseur historique de l'usine, l'entreprise Dadi. Ils nous ont toujours promis qu'on serait payés en temps et en heure, affirme son dirigeant. Des négociations sont en cours, dit-il. Pas de commentaire, répond le porte-parole d'Ascométal. Une réunion au siège de l'entreprise en région parisienne devrait avoir lieu dans la matinée entre la direction du groupe et ses fournisseurs. Pauline Jacot du service économie d'Europe 1. Il est 8h10. Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas et Vladimir Poutine qui prend la main seul sur le dossier syrien. Le président russe s'est mis d'accord avec Bachar el-Assad pour la tenue d'un congrès avec l'opposition syrienne. Un règlement du conflit sans les Occidentaux. Ce congrès examinera les questions cruciales à l'ordre du jour pour la Syrie. Avant tout, il sera question de poser les fondements d'une future organisation de l'État, d'adopter une nouvelle constitution et d'organiser sur cette base des élections supervisées par l'ONU. Vladimir Poutine, propos recueillis par notre correspondante Elena Volochine. Et puis un milliardaire russe mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale hier soir. Nous parlons de Souleiman Kerimov, c'est un proche de Vladimir Poutine, ce qui provoque la colère de Moscou. Le milliardaire a été arrêté à Nice en début de semaine. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction de quitter la région. Et puis le retour de Saad Hariri au Liban. Oui, finalement, il ne démissionne pas, enfin pas pour l'instant. Le Premier ministre suspend sa décision. Et pendant ce temps, en Arabie Saoudite, on observe bien sûr attentivement, mais on en parle peu dans un pays en pleine mutation. Reportage de notre envoyé spécial à Riyad, Ariane Lavrieux. Sur l'équivalent des Champs-Élysées saoudiens, des bandes de garçons et groupes de filles se croisent sans se mélanger. Personne ne veut parler politique internationale, mais dès qu'on évoque le prince héritier Mohamed Ben Salman, ses réformes de modernisation, Samy, futur dentiste, applaudit, et encore plus après la vague d'arrestations de princes et hommes d'affaires accusés de corruption. C'est un avertissement pour tous les autres. Je suis fier
Maintenant, je peux avoir ma place. Avant, si tu n'as pas un contact avec quelqu'un de pouvoir, vous ne pouvez pas trouver le travail. Tout va changer. Étudiante en licence de traduction, Inde est ravie de bientôt pouvoir conduire, mais craint que toutes les réformes annoncées en seulement quelques mois ne déstabilisent le royaume. Ça nous fait un peu peur, toutes ces décisions, ces grands changements qui arrivent tout d'un coup. Une trop grande ouverture pourrait se retourner contre nous, les femmes. Bon, voilà, je ne peux pas en dire plus. Peur d'en dire trop, c'est aussi la crainte des journaux saoudiens qui n'évoquent qu'en quelques lignes le retour d'Hariri au Liban et vont même jusqu'à écrire qu'il a confirmé sa démission. Riyad, Ariane Lavrieux, Europe 1. L'actualité sportive est le début demain de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Belgique. À suivre ce midi le tirage au sort des rencontres. On connaîtra les joueurs sélectionnés. Et c'est un casse-tête pour le capitaine Yannick Noah. Il a fait appel à 6 joueurs pour préparer l'événement. Il ne peut en garder que 4, Corinne Boulou. Il y a vraiment de quoi se faire des nœuds au cerveau. Comme tout sélectionneur, Yannick Noah est au pied du mur, seul face à ses choix. Un exercice délicat, loin de toute considération, pour présenter la meilleure équipe possible, capable de soulever la fameuse coupe. Ce qui est le plus difficile, c'est d'aller annoncer à quelqu'un que tu respectes, aimes beaucoup, qu'il n'est pas dans l'équipe. C'est terrible. Et ça m'est arrivé plein de fois et c'est vraiment pas ce que je préfère. Plusieurs options s'offrent au capitaine qui devra coucher 4 noms sur sa liste alors qu'ils sont 6 à pouvoir y prétendre. La composition du double semble en être la clé, mais il peut vouloir aussi privilégier l'expérience à la jeunesse. Et Noah reconnaît qu'il y a toujours une part d'intox avant de dévoiler une sélection. C'est toujours de bonne guerre d'essayer de donner le moins d'informations possible à l'adversaire. Il y a toujours plus ou moins des surprises et même parfois, quelles que soient les équipes présentées le jour du tirage au sort, il y a toujours aussi des changements. Nous avons en tête un certain nombre d'options. Nous savons aussi que les Belges vont aussi avoir un certain nombre d'options. Voilà, ça fait partie du jeu. Donner sa composition au dernier moment, c'est maintenir ses joueurs en alerte, mais c'est surtout ne donner aucune piste de travail jusqu'à la veille du premier match à ses adversaires. Lille, Corinne Boulou, Europe 1. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.